Le débat s'est plus ou moins apaisé, et notamment parce que les arguments un petit peu radicaux et caricaturaux proposés par les ludologues ont par la suite été contestés par pas mal d'analyses. Pour illustrer ça, je vais vous présenter une analyse que j'emprunte à Sébastien Janvaux, qu'il a faite du jeu Passage, développé par Jason Rohrer en 2007, et qui va en fait contredire l'argument que je viens de citer, selon lequel un jeu vidéo ne pourrait raconter une histoire qu'en cessant d'être un jeu, et que le faire donc, à travers des cinématiques et du texte, puisque, effectivement, Passage ne contient pas de cinématique, ne contient pas de texte, mais raconte quand même le passage d'une vie humaine. Alors, le jeu a la particularité de ne durer que 5 minutes, donc je vais vous le montrer. Voilà. Donc, je précise qu'il est gratuit et disponible en ligne, donc vous pouvez vous le procurer assez facilement. En gros, comme vous le voyez, donc, le jeu se présente comme une bande horizontale avec des graphismes qui rappellent un petit peu les jeux d'aventure des années 80. On y guide un personnage ici blond qui se situe à gauche de l'écran. Donc la forme, que prend le jeu nous invite naturellement à nous rendre vers la droite. Si on progresse, on va rencontrer un personnage féminin. Oui. Alors, je précise qu'on peut choisir de l'éviter, hein, je peux choisir de partir par là. Mais si je décide de la rencontrer, voilà, les deux vont être surmontés d'un cœur. Et après, je vais guider les deux en même temps. Donc, ils sont inséparables. Alors, évidemment, c'est métaphorique. Si je décide d'être en couple, il y a certains endroits où je ne pourrai plus aller. Donc, si je choisis d'explorer ici vers le bas, par exemple, je vais être bloquée dans certains endroits. Alors, vous avez peut-être remarqué que quand j'avance vers la droite, il y a un score qui augmente en haut à droite, qui n'augmente pas donc si je reviens en arrière ou si je décide d'explorer vers le bas. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut faire du score, on est invité à marcher tout droit, sans se poser de questions, mais c'est un petit peu monotone dans le sens où il ne se passe rien, il y a juste l'arrière-plan qui change, quoi, en gros. Par contre, on peut aussi décider d'explorer le bas du jeu. Du coup, c'est aléatoire, hein, donc c'est un peu plus aventureux, et on peut éventuellement trouver des coffres qui donnent des points. Maintenant, vous voyez que celui-là, je ne peux pas l'atteindre parce que j'ai décidé d'être en couple. Je vais essayer d'en trouver un autre pour vous montrer quand même. Et là, il y en a, par exemple. Non, je suis bloquée. Donc voilà, on peut gagner des points aussi de cette manière, mais c'est plus aléatoire, un peu plus aventureux. On n'est pas sûr que ça va être aussi rentable que de tout simplement marcher droit, quoi. Voilà. Ouais. Et alors, voilà un autre. Je score, hein, quand même. Oui, voilà. Et ici, par exemple, il n'y avait pas de point dedans, donc c'est ça que je dis que c'est un peu plus aléatoire. Et alors, vous avez peut-être remarqué que la position de mes personnages change à l'écran. C'est-à-dire que même si je ne fais rien, ils progressent petit à petit vers le bord droit de l'écran, même si je retourne en arrière. C'est vraiment leur position à l'écran qui varie. Et leur apparence change petit à petit. Donc mon bel et fringant avatar du début, blond, est en train de perdre ses cheveux, voilà. Ma compagne a les cheveux qui sont en train de devenir grisonnants, etc. Donc j'imagine que vous comprenez ce qui va arriver quand je vais arriver au bord droit de l'écran. Voilà. Mais ce qui est assez intéressant du coup dans le jeu, c'est que le jeu ne propose pas en soi d'objectif, hein, il y a juste le score qui nous invite éventuellement à scorer. Mais il n'y a aucune trace de ce score qui sera gardé après la fin de la partie, comme vous le verrez. Il n'y a pas de tableau de high score, il n'y a pas de sauvegarde, etc. Quand la partie finit, le jeu reprend au début et on peut recommencer une autre partie éventuellement. Donc, en fait, c'est un jeu vraiment sur l'inéluctabilité, dans le sens où, quoi qu'on fasse, de toute manière, après 5 minutes, les deux personnages, comme vous allez le voir, vont mourir. Et donc, toute la question qui est posée au joueur, finalement, c'est comment est-ce qu'il va occuper ces 5 minutes ? Est-ce qu'il va choisir plutôt d'avoir une attitude plutôt compétitive, en essayant de gagner plus de points ? Est-ce qu'il va choisir plutôt d'explorer l'univers ? Donc évidemment, tout ça est symbolique et métaphorique.
comme vous pouvez l'imaginer. Bon. Je ne vais pas tarder à perdre ma compagne. Du coup, c'est un jeu intéressant parce qu'il sort un petit peu du registre de l'action à cause de cet impératif qui est vraiment imposé aux joueurs. Voilà. Voilà. Et de nouveau, on peut choisir d'occuper son temps comme on le veut. On peut revenir en arrière, continuer d'avancer, rester près d'elle. Donc voilà, toute la question, c'est comment est-ce qu'on va créer une belle expérience de jeu en occupant ces 5 minutes. On peut aller par l'autre coffre. Pardon ? On peut aller par l'autre coffre, du coup. Oui, par exemple, mais non, là, je me suis fait rattraper trop vite. Voilà, donc. Comme je disais, à la fin de la partie, on se retrouve devant l'écran titre et si on relance, bah, ça recommence. Voilà, donc, mais ce que je voulais surtout montrer avec cet exemple, c'est que ben, voilà, le jeu... Oui, ça l'aura plu. Donc ce que je voulais surtout montrer, c'est que le jeu ne met pas en place donc, de cinématique, ne met pas en place de texte, mais la narration passe ici par d'autres éléments du jeu. Elle passe par l'interface, notamment avec le score, par le gameplay, hein, les règles en quelque sorte, les impératifs qui sont imposés aux joueurs, l'aspect graphique aussi, par la musique, etc. Donc toutes les composantes du jeu viennent vraiment concourir à la construction de la narration et on ne peut pas vraiment isoler ici la narration du jeu en quelque sorte. L'histoire n'est pas juste un aspect cosmétique qu'on plaque sur le jeu en quelque sorte, elle est construite par tous les aspects de l'œuvre. Donc ça c'était pour terminer un petit peu le conflit narratologue versus ludologue. Si vous souhaitez un petit peu plus de détails sur ce conflit qui a fait couler beaucoup d'encre, je vous invite à aller lire le mémoire de Dominique Arsenault, un Québécois, qui s'intitule « Jeux et enjeux du récit vidéoludique, la narration dans le jeu vidéo ». Il est disponible en ligne. Et Dominique Arsenault fait vraiment une synthèse plus détaillée de tout le conflit, de tous les arguments qui ont pu être avancés. Et en plus, il dépasse vraiment le conflit en proposant de nouveaux concepts. Donc voilà, c'est une lecture assez intéressante sur le sujet. Le conflit est apaisé, je dois le préciser, aussi parce que c'était un conflit certes théorique, mais aussi un petit peu un conflit institutionnel. Dans le sens où il y avait un intérêt pragmatique pour les ludologues dans le fait de créer du conflit. En fait, c'était tout simplement de faire émerger la discipline des sciences du jeu, ou de la ludologie, peu importe comment on l'appelle. Les conflits, ça fait exister tout simplement les champs de recherche. Donc, la radicalité de leurs arguments était aussi dictée par cette volonté de s'émanciper de la littérature et du cinéma et de créer vraiment un champ de recherche propre. Donc, mais je voulais présenter parce que ce conflit, même s'il est apaisé, a rendu le traitement de la narration problématique dans le jeu vidéo. Parce que quand on aborde la narration aujourd'hui, on est obligé de faire d'importants détours théoriques, comme je suis en train de le faire maintenant, pour, en quelque sorte, se positionner par rapport à ce qui a déjà été dit dans le cadre du conflit narratologue-ludologue.